et Alban qui va nous parler de l'inventaire de sensibilisation centrale. Alban a eu la chance d'être suivi par le professeur Joe Niels sur son mémoire et d'avoir réussi son clinica dans le groupe de recherche Pain in Motion. Et donc, il va nous parler de l'utilité de l'inventaire de sensibilisation centrale. Alban, je laisse la parole. C'est mieux avec le son. Alors tout d'abord, bonsoir à tous et avant de commencer, j'aimerais remercier Sophia pour l'invitation et j'aimerais également remercier toutes les personnes qui viennent nous écouter ce soir. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avance pour l'austérité de mon PowerPoint, j'ai eu un souci d'exportation. Je vais me représenter rapidement. Donc, je m'appelle Alban Hurt, je serai kinésithérapeute dans quelques semaines si tout se passe bien. Je fais également un master en neurosciences au sein de l'Université de Strasbourg et de Riedel, qui est une école de recherche universitaire sur la douleur. Concernant mes liens d'intérêt, à ce jour, j'en ai pas déclaré, mais si toutefois il y a des personnes de l'Assemblée qui veulent m'en créer, je mettrai mon adresse mail à la fin du diapo. Alors ce soir, je vais vous présenter donc l'inventaire de sensibilisation centrale, son intérêt, ses limites et comment on peut éventuellement l'introduire dans notre pratique. Et après, je ferai un bref détour sur la version abrégée, sur l'algorithme de classification donc, qui a été proposé par l'équipe de Jonis et qui utilise justement cet inventaire de sensibilisation centrale. Alors, tout d'abord, l'inventaire de sensibilisation centrale, c'est un outil qui a été développé par une équipe qui incluait des médecins, des kinésithérapeutes et des psychologues, qui étaient tous des experts de la douleur. Le but de ces auteurs, c'était d'identifier et de quantifier en fait les symptômes qui sont associés au syndrome de sensibilité centrale. Et ce, afin en fait d'aider les cliniciens dans leur diagnostic. Avec le CSI, les auteurs ils voulaient éviter qu'un patient avec une présentation clinique qui fait penser à sensibilisation centrale, que on n'ait pas un patient qui passe tous les examens possibles et imaginables. Ils voulaient donc créer un outil de screening, de triage, pour mieux orienter les patients et donc mieux orienter aussi les traitements. Je pense que pour bien comprendre cet outil, il faut revenir un petit peu au cadre conceptuel dans lequel il a été développé, puisque vous avez peut-être remarqué que j'ai parlé de syndrome de sensibilité centrale et non pas de sensibilisation centrale, puisque c'est dans ce cadre conceptuel que le CSI a été développé. Alors en fait, en 2007, Yunus, qui est un médecin américain, a proposé de regrouper un ensemble de syndromes sous le terme de syndrome de sensibilité centrale. Donc c'est un groupe nosologique. Il propose de mettre dans ce groupe la fibromyalgie, l'endométriose, aussi le syndrome du côlon irritable. Il y a tout un tas de pathologies qui étaient en général considérées comme inexpliquées, qui ont été mis dans ce groupe-là. Il propose que toutes ces pathologies, du fait de la symptomatologie qui est relativement similaire, et également de la présence d'une hypersensibilité à différents stimuli. Donc là, en fait, on parle plus uniquement de nociception, ça peut être une hypersensibilité au son ou à la lumière, aux odeurs. Et donc, il propose que finalement, tous ces syndromes de sensibilité centrale partagent cette étiologie de sensibilisation centrale. Alors, ce modèle, on peut bien sûr le critiquer, puisque si le modèle est intéressant parce qu'il inscrit ça dans un cadre biopsychosocial et il propose aussi une explication à ces pathologies qui étaient, comme je disais, généralement considérées comme inexpliquées, je pense qu'il est peu probable que la sensibilisation centrale soit capable d'expliquer autant de pathologies différentes, même s'il y a des points communs au niveau de la symptomatologie. Et par ailleurs, c'est aussi un concept qui, pour l'instant, n'a pas été suffisamment soutenu par les preuves scientifiques. Alors maintenant, on va parler vraiment de la structure du CSI, donc qui est en deux parties. On a une partie A,
où on a 25 questions qui vont évaluer des symptômes et des signes somatiques et émotionnels qui sont généralement associés avec ces syndromes de sensibilité centrale. Donc, pour chaque symptôme, le patient va lui demander d'indiquer la fréquence du dit symptôme. Donc, c'est sur une échelle qu'on appelle l'échelle de Likert, où donc le patient peut mettre qu'il a ce symptôme jamais, rarement, parfois, souvent ou toujours. Chaque question, elle va donner un score en fait entre 0 et 4, ce qui va donner un score total du questionnaire sur 100. Globalement, la partie A du CSI, elle va mesurer 4 grandes composantes des syndromes de sensibilité centrale. Les symptômes physiques, les symptômes qui sont localisés au niveau de la mâchoire et les maux de tête, les symptômes urologiques et enfin la détresse ou la souffrance émotionnelle liée à la pathologie. Ensuite, dans le CSI, on a aussi la partie B qui est beaucoup moins utilisée, où il n'y a pas de score, qui en fait demande simplement au patient s'il a été diagnostiqué pour un des syndromes de sensibilité centrale proposés par Yunus. Il demande aussi si le patient a des antécédents de dépression ou d'anxiété. Je ne parlerai pas plus de la partie B, puisqu'elle n'est pas à jour par rapport à ce que Yunus propose actuellement, et elle est finalement très rarement utilisée. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le CSI, on peut l'utiliser en pratique clinique? Alors, le plus important déjà, c'est qu'il a des bonnes propriétés psychométriques, c'est-à-dire qu'il donne des résultats qui sont fiables et valides. En plus de ça, il a été validé dans plusieurs langues, dont le français. Ensuite, comme je l'avais dit, les auteurs ils voulaient faire un outil de triage, donc ils ont déterminé un score seuil de 40, c'est-à-dire un score à partir duquel on peut dire oui, cette personne a une sensibilisation centrale ou non. Sauf que, comme on a pu le voir, le CSI ne mesure pas la sensibilisation centrale, ou du moins de manière beaucoup trop indirecte pour que ça nous soit utile. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que ce questionnaire nous permet de détecter un syndrome de sensibilité centrale? Et ben là, pareil, les résultats sont pas très probants. Il y a énormément de faux positifs. Donc, même pour ça, ce questionnaire n'est pas utile. Donc, finalement, la première chose qu'on peut dire, c'est que le CSI n'est pas un outil de diagnostic. C'est souvent comme ça qu'il est présenté, surtout avec cette valeur de 40, mais il n'a absolument aucune utilité en tant qu'outil diagnostique. En plus de ça, il n'y a pas ou peu de corrélation avec le QST, donc qui est quand même considéré comme presque le gold standard pour la sensibilisation centrale. Et il est beaucoup plus corrélé avec d'autres paramètres comme l'intensité de la douleur, le nombre de zones douloureuses et aussi les facteurs psychologiques qui apparemment jouent un rôle très important sur le score final. Dernière petite chose à dire aussi, c'est qu'il faut faire attention à certaines questions de l'inventaire de sensibilisation centrale, notamment une qui demande si le patient a eu des traumatismes dans son enfance. Je pense que pour un premier bilan, ça peut pas forcément être très bien pris par le patient. Et je pense que si le patient considère qu'on le prend comme un patient psy, par exemple, dès le bilan, je pense pas que c'est très bénéfique pour l'alliance thérapeutique pour la suite. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on en fait du CSI? On peut l'utiliser pour l'évaluation du patient, pour balayer finalement une grande quantité de symptômes que le patient pourrait avoir. Ça permet donc d'avoir une image globale du patient et ça nous aide finalement, on va dire, dans les décisions cliniques, même si je le rappelle, il n'a pas du tout un rôle diagnostique. Par rapport au score, il y a aussi justement des catégories qui ont été proposées pour voir si la sévérité de symptômes elle est importante ou pas. Et plus récemment, il y a un outil qui n'a pas encore été publié, le calculateur de cluster, qui est en fait un outil qui permettrait de classer le patient dans un groupe de sévérité de symptômes et qui serait du coup plus utile a priori que le simple score du CSI. On peut aussi l'utiliser comme outil de suivi des résultats pour montrer au patient qu'il a fait des progrès, qu'il est venu avec tel et tel symptôme, qu'il ne les a plus après. Et il a aussi, donc le CSI, une potentielle capacité pronostique, puisqu'a priori, des scores plus élevés avant une opération étaient associés soit avec des scores de douleur derrière plus importants, jusqu'à même 6 mois après l'opération, et aussi avec la persistance des douleurs. Enfin, on peut aussi l'utiliser tout simplement comme outil pédagogique et pour échanger avec le patient sur ses symptômes ou
pour l'interroger par rapport à ses difficultés dans la vie quotidienne. Alors justement, vu que le CSI fait 25 questions, il a été proposé récemment une version raccourcie qui a été développée par Analyse Rash, qui est en fait une méthode pour garder les propriétés psychométriques qui sont acceptables et tout en gardant l'essence du questionnaire. Donc ça fait qu'on n'a plus qu'un questionnaire qui fait 9 questions. J'essaierai de voir si je peux également vous l'envoyer. Pareil pour le CSI. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu trop d'études de validation dessus, puisqu'il a été développé quand même en 2018 et 2019. Mais en revanche, les valeurs seuil ont l'air plus intéressantes que pour la version complète. A priori, il arrivait beaucoup mieux à séparer, par exemple, des groupes de patients fibromyalgiques, de patients avec des lombalgies chroniques. Mais c'est encore trop tôt pour l'utiliser. Enfin, l'algorithme de Nice, qui est un algorithme qui a été proposé pour détecter si les douleurs étaient associées ou liées à une sensibilisation centrale. Alors, une première chose, c'est que c'est pour voir si les douleurs sont bien prédominantes. Ça n'exclut pas la présence d'une source de nociception, donc de douleurs nociceptives ou de douleurs neuropathiques. Donc, c'est un algorithme qui est en 2 à 3 étapes. On a une première étape où on va se poser la question, est-ce que la plainte du patient, est-ce que la douleur elle est disproportionnée par rapport à l'atteinte qu'on peut voir lors de l'examen clinique? Donc, par exemple, un patient qui va coter ses douleurs à 9 sur 10, alors qu'il n'y a pas eu, je veux dire, de lésion, il n'y a pas eu de choc particulier qui pourrait expliquer ça. Ça pourrait être, par exemple, une douleur qu'on peut considérer comme disproportionnée par rapport à l'atteinte. Après, on se pose la question, est-ce que la distribution de la douleur, elle est diffuse ou donc diffuse, c'est autant par rapport au nombre de zones douloureuses qu'au niveau de la zone qu'occupe la douleur. Donc si par exemple elle dépasse les zones d'innervation périphérique classiques, on peut se poser la question si la douleur elle n'est pas justement diffuse. Donc si on a répondu oui finalement à ces 2 premières questions, on peut considérer d'après Nice que on a une présentation clinique qui est associée à une sensibilisation centrale. Dans le cas où on n'arrive pas à répondre positivement à la deuxième question, donc est-ce que la douleur est diffuse, il propose d'utiliser justement l'inventaire de sensibilisation centrale avec toujours cette valeur seuil de 40. Mais comme on a pu le voir avant, cette valeur seuil, elle est finalement pas très intéressante. Après, je pense tout de même que ça peut faire un guide et quand on en discutait ensemble, il me disait justement que c'était, on va dire, mieux que rien. Mais il faut aussi voir que c'est un algorithme qui n'a jamais été testé de manière vraiment scientifique en pratique. Et donc, à prendre un peu avec des pincettes, mais c'est, à ma connaissance, le seul algorithme vraiment qui a été publié en dehors de tout ce qui a été proposé par rapport au QST pour détecter ces douleurs. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que l'inventaire de sensibilisation centrale, c'est un outil d'évaluation, de dialogue et de suivi, mais il ne mesure pas la sensibilisation centrale et il n'a pas de valeur diagnostique, donc il ne faut pas l'utiliser dans ce sens-là. Si jamais vous voulez l'essayer en pratique, vous l'utilisez déjà ou vous voulez peut-être la version course, j'essaierai de vous transmettre tout ça, mais auquel cas c'est disponible sur le site www.pridedallas.com. Et donc voilà, si vous avez des questions ou pour les conflits d'intérêts, bien sûr, vous pouvez me contacter à mon adresse mail. Voilà, merci pour votre attention.